Oui, merci Olivier. Je suis ravie d'être ici à surmonter aujourd'hui. La première parce que je suis enfant de Montpellier, l'unique diplôme, l'un des deux diplômes que j'ai en français, et le deuxième il y est à ça. C'est mon HDR qui était fait ici à Montpellier, et la thématique c'était ça, l'application de l'approche multidisciplinaire à la gestion intégrée des ressources avec réutilisation. Et suite à ça, j'ai eu une certification de professeur dans la section de génie des procédés 62. Et toutes les distinctions que j'ai eues sont liées à la réutilisation parce que je suis un passionnaire de la réutilisation. J'ai choisi les eaux usées dans une époque où le traitement des eaux usées, c'était... il y a la dilution dans la rivière. En France, c'était vraiment un très bon exemple de ça. Et les eaux usées, c'est très difficile, ça change chaque jour. Ce n'est pas prestigieux de faire des procédés de traitement des eaux. C'est l'eau potable, c'était là les panacées, etc. Aujourd'hui, la réhute, moi je suis contre la réhute. Réutilisation des eaux traitées, c'est aberrant, parce qu'aujourd'hui, l'eau qu'on peut produire est plus propre que l'eau potable. Et donc c'est pour ça, moi, et de toute façon, comme j'étais l'ex-présidente du groupe spécialisé de IWA, qui a 2500 membres de 102 pays, ce qui représente presque 40% de tous les membres de IWA, on a décidé, aux États-Unis, de wastewater reuse, ce n'est pas un terme qu'on doit utiliser quand on utilise l'eau, ce n'est plus des eaux usées. On utilise water reuse, et même maintenant, on ne parle pas de l'eau usée. Wastewater est remplacé par eau usée. Pourquoi? Parce que de ce qu'on récupère à la station d'épuration, il y a 0,2% de polluants. Une ressource comme ça, on ne peut pas faire l'eau utilisée. Donc, voilà, donc devant vous, j'ai une... aussi, je suis, vous savez, le plus grand expert un peu européen, ça c'était de Montpellier, le professeur Brissot, dont j'ai eu la chance de travailler avec lui et qu'il était quand même mon co-directeur du jury de HDR, on a collaboré. Et troisième chose, c'est la région. À l'époque, quand on a parlé de réutilisation, quand j'ai fait mon HDR à la fin des années 90, ben, c'était un des leaders européens de la réutilisation. La France était le leader, c'est maintenant aux dernières. Et de toute façon, ce que je pense aussi, je suis ravie d'être invitée ici parce que cette structure de recherche à Montpellier, je pense que c'est l'unique au niveau européen, donc il y a très peu même au niveau mondial, parce que réussir la réutilisation de l'eau, il faut une étude multidisciplinaire, et vous avez ici le potentiel, pas seulement de le montrer avec la recherche, mais de le montrer en pratique, parce que c'est tout à fait, toutes les conditions ils sont en place. Donc je ne peux pas vous parler de tous les projets, parce que sinon il faut qu'on reste une semaine de discuter. Je veux seulement introduire le projet, j'ai essayé d'épurer au max ma présentation pour qu'on puisse discuter. Donc, très brièvement, je vais parler de l'art. Dans le monde entier, je ne peux pas parce que, bon, c'est tellement, mais bon, je vais essayer de dire 2 mots. En appuyant de ce clé de succès, feuille de route, innovation, je n'ai pas le temps, mais je vais dire quelques mots. Et quelques cas d'application. Je n'aborde pas les questions de réglementation aux problèmes sanitaires parce que c'est une question très épineuse, mais on peut discuter. Donc, la réutilisation de l'eau, c'est le pilier de l'économie circulaire, c'est la vérité. De toute façon, la gestion de l'eau en milieu urbain, la sécurité énergétique, la sécurité alimentaire ne peut pas être mise en place pour l'avenir sans recirculation de l'eau. Donc, vous voyez ici, la première, c'est le cycle de l'eau qu'on a développé dans les années 90, début des années 2000. Vous voyez au cœur de la gestion du cycle de l'eau locale, voilà, il y a l'ingénierie, le traitement, et de toute façon, même le cycle naturel, maintenant il y est avec la pollution anthropologique, parce que dans les précipitations aujourd'hui, on a les polluants qui viennent de notre continent, de notre pays. Donc de dire qu'on a de l'eau pure, même dans les montagnes, c'est une aberration. On dit l'océan, c'est une source aussi de l'eau pour le dessalement. Eh bien, l'eau des océans est polluée.
L'eau des lacs est polluée, il y a la pollution anthropogène, mais il y a aussi le développement d'algues, qui est comme un effet aussi des changements climatiques en plus des pollutions anthropologiques. Et donc, avec ces blooms d'algues, on a la production d'endotoxines qui sont beaucoup plus toxiques de la santé que tout notre polluants émergents, les pathogènes, etc. Donc, en fait, de dire, c'est pour ça la communication, c'est très difficile, de dire qu'on a des ressources naturelles pures et l'eau usée, c'est le plus risqué de la santé, ce n'est pas vrai parce qu'aujourd'hui, on sait produire une eau plus pure que la nature. Est-ce qu'elle est bonne pour la santé? On va discuter après. Bon, l'économie circulaire, vous voyez fermer le cycle de l'eau, c'est la présentation officielle d'IWA, vous pouvez trouver, on se perd un petit peu, voilà, il y a des flèches de partout, mais c'est ce que se passe, en fait, au niveau différent, pour différents les usagers. C'est pour ça qu'on doit travailler ensemble. Une approche participative, c'est important, il faut comprendre tout, mais l'avenir, c'est ça. La survie de nos enfants dépendra de la gestion intégrée de l'eau et de la réutilisation, ça va devenir une chose quotidienne. Donc, l'état de l'art et les leviers, je voudrais quand même dire, c'est un peu bon, hein, le décollage de la réutilisation, ça ressemble à le décollage d'Ariane. Hein. Il faut beaucoup d'efforts, il faut concertation après, et ça demande des budgets, c'est pour ça que j'ai mis cette image-là. Et en plus, il y a des problèmes politiques, on ne sait pas d'où on va faire le décollage, etc. Donc, c'est une question très complexe. Bon, il y a différents leviers, dont on peut citer une dizaine, etc. Mais quand même, il y a trois essentiels. C'est le stress hydrique et les pénuries d'eau. Même la France, qui est citée comme un des pays les plus riches en eau en Europe, a fait face à un déficit hydrique au nord, comme à Dunkerque, et au sud, vous le connaissez mieux que moi. Lié à la croissance démographique, les changements climatiques et tout, et le développement aussi du secteur touristique, parce que de toute façon, le tourisme se développe dans les endroits semi-arides. Vous ne voudrez pas aller en vacances à l'Antarctique, vous voulez aller près de la Méditerranée où il y a le soleil, mais là, il n'y a pas d'eau. Donc, de toute façon, c'est très important. Le deuxième, c'est la protection de l'environnement. C'est une des leviers principales aussi à l'époque dans certains cas en France et dans d'autres pays. Notamment, c'est en Suède qui a développé des projets d'irrigation justement pour pouvoir stocker pendant l'hiver l'eau et d'irriguer pour prévenir la pollution de leur mer, qui est vraiment une mer des ressources naturelles très pures, pour ne pas les polluer avec des eaux usées bien traitées, parce que le niveau de traitement dans ces pays est très élevé. Restauration de la biodiversité. Écoutez, rejeter l'eau usée traitée dans la rivière, ça peut être aussi un usage, parce qu'en fonction de l'utilisation, est-ce qu'on veut développer la pisciculture, est-ce qu'on a des zones sensibles, on peut traiter, éliminer certains composants de cette eau-là pour rendre cette eau comme une ressource complémentaire qui va nous aider de maintenir l'environnement et de restaurer la biodiversité. Il y a des exemples, je n'ai pas le temps de vous le dire, mais c'est surtout le troisième qui est un peu politique qu'il faut dire, dont c'est maintenant certains pays ont pris la réutilisation dans la politique nationale avec les objectifs chiffrés. Australie, il a mis très bien, mais avec la réglementation, on a tout tué. Californie, c'est depuis longtemps, donc ils ont des subventions, ils ont une politique à peu près qui tient la route, malgré les autorités sanitaires réglementaires qui sont vraiment un peu similaires aux nôtres. Et Chypre qui a l'objectif 100% à réutiliser les eaux usées, et donc ils veulent aller vers cet objectif qui est à peu près comme le zéro rejet dans l'industrie, mais augmenté parce que chaque pourcentage au-dessus de 90 demande des investissements beaucoup plus importants, une croissance exponentielle. Floride, Espagne, Floride, ce n'est pas un pays aride, il y a de l'eau partout. Et toutes les zones vertes, Euro Disney, les écoles, les plus grandes résidences des riches, ils sont irrigués avec une eau recyclée, traitée après les boues activées avec filtration, chloration.
Voilà, ils n'ont pas les mêmes rames comme nous. Le Ferrari, pour le moment, il n'y a pas. Donc, ils ont quelques projets avec des BRM, mais bon, ils ne veulent pas, ils sont pragmatiques, hein, mettre beaucoup d'investissements. Avec quel résultat? Espagne, c'est bien, avec leur réglementation qui était un peu la meilleure au niveau européen, ils ont dû fermer quelques projets de réutilisation. Et maintenant, avec la nouvelle réglementation, on va voir comment ça va évoluer. Israël, c'est un pays qui, en effet, il réutilise 85% des eaux usées. Ils ont vraiment une politique bien mise en place, mais ils ne visent pas des objectifs qui ne sont pas réalisables en pratique. Donc, ils ont quand même des réglementations relativement sévères qui ont revu parce que ce n'était pas faisable en pratique. Mais de toute façon, ce que se fait sur le terrain, il y a quand même un peu une tolérance, disons, pour arriver à produire parce qu'ils ont besoin de l'eau usée pour développer leur agriculture et avec les produits de haute valeur ajoutée, Jordanie, Malte, etc. Malte aussi est un des plus forts de point de vue avec les objectifs très ambitieux dans le domaine de l'utilisation. Mais pour être honnête, il faut savoir que tous les projets de réutilisation dans tous les pays, dans le monde entier, ils sont dus à l'initiative locale et des usagers. Donc, de toute façon, les élus, les usagers, ils portaient le projet. Un projet qui n'est pas perçu par localement, il est voué à l'échec parce que la réutilisation, c'est une tendance globale, mais avec les solutions locales, parce qu'il faut adapter à chaque situation particulière qui est différente. On ne peut pas appliquer des schémas à la réutilisation, il faut être à l'écoute, il faut développer le projet localement. Et réglementation et incitation financière, c'est important, ce n'est pas un critère qui est définitif, mais ça peut aider. Bon, voilà. Donc, pour l'acceptation publique, mais de toute façon, ça dépend. Par exemple, certaines études sociologiques qui étaient menées en Angleterre, ils ont montré que la population n'a pas du tout, ne croit pas dans les décisions gouvernementales. Donc, ce n'est pas un facteur décisif. Donc ici, j'ai apporté un peu une carte dont j'ai mis à jour à peu près les quantités réutilisées par jour. Donc vous voyez, il y a des millions de mètres cubes par jour en Californie, en Floride. Vous voyez, il y a dans beaucoup de pays. Je vous ai montré aussi à peu près où j'ai donné par rapport à 2010 et ce qu'il faut voir. Donc, un exemple. Vous savez que comme leader économique, la Chine a devancé aux États-Unis avec leur production industrielle, mais dans le domaine de l'utilisation, c'était le dernier pays en 2010, et maintenant c'est un pays qui est un leader parce qu'ils se sont aperçus pour le développement des grandes métropoles urbaines. Par exemple, en Beijing, à Pékin et à Tianjin, il y a un objectif de 100% de l'utilisation de l'eau pour les usages industriels, agricoles, les parcs, l'irrigation, il y a de tout. Donc, ils sont développés et de toute façon, ils ont mis en place, ils ont mis les normes, réglementations. La mise en pratique, c'est toujours, il faut un peu espérer, mais de toute façon, ils veulent devenir le leader. Et parce que c'est ça la solution. Moyen-Orient, où l'eau dessalmée est le principal source d'eau potable, pour la mettre dans l'océan, après un traitement avec une empreinte énergétique qui est beaucoup plus lourde que la nôtre, parce qu'il y a aussi le dessalement de l'eau de mer. Donc, ils ont le projet de réutilisation, mais la mise en place dans ces pays-là est difficile, justement pour les problèmes administratifs et politiques. Donc, si vous regardez l'étude de marché, je ne vous incite pas de regarder parce qu'en fonction du climat, la sécheresse, El Niño et la situation politique, ça diverge chaque 5 ans. Mais de toute façon, c'est le nouveau avec Global Water Intelligence, c'est que maintenant la croissance de la réutilisation va être supérieure du dessalement
qui a de sens, et c'est ce qui est mon message, que c'est de plus en plus c'est ciblé sur la production de l'eau tertiaire réélue, c'est un traitement conventionnel, filtration des infections, ou bien triple barrière, c'est un traitement avancé où on met les membranes, voire les doubles membranes pour enlever la salinité. Donc de toute façon, c'est ça l'avenir, parce que avec l'évolution de notre civilisation, on sera obligé, parce que quand vous faites les études à long terme, l'or bleu va venir beaucoup plus précieux que le pétrole, parce qu'on va regarder entre la crise énergique pétrolière et l'eau, mais de toute façon avec la pollution, ce sera un élément qui est clé pour le développement de notre civilisation. En Europe, il y a des différentes estimations. Le problème en France et en Europe, parce que c'est aussi un problème mondial, que c'est très difficile d'évaluer les quantités d'or utilisées, parce qu'il y a beaucoup des pays, notamment Espagne, qui mettent la réutilisation indirecte, c'est-à-dire toute la quantité des eaux usées qui sont rejetées dans la rivière, et l'extrait plus bas, ce n'est pas la vraie réutilisation, parce que vous ne savez pas. Tout d'abord, ce n'est pas contrôlé et ce n'est pas une réutilisation planifiée et contrôlée. Donc ça, en fait, ce type de réutilisation directe n'est pas une vraie réutilisation parce que la qualité n'est pas contrôlée du point de la station d'épuration jusqu'à l'usager. Mais quand même, ce sont des quantités que dans certains pays, il n'y a pas encore les règles internationales pour le savoir. Donc, quand vous voyez mètre cube utilisé, ça n'est pas très représentatif et le coût de cette eau-là, ça n'a rien à voir avec le coût d'eau traitée après spécialement pour les réutilisations. Donc, vous pouvez voir, il y a différents, donc il y a certains pays comme l'Allemagne qui ont, et bon, les pays du Nord ont développé la réutilisation industrie. On ne va pas parler dans l'industrie de l'eau industrielle parce que certaines industries pour survivre, dont il y a déjà un siècle, ils ont mis en place la réutilisation. Bon, c'est quels sont, en France, il y a l'aberration parce que c'est l'étude de CEREMA l'a montré. En fait, jusqu'à l'an 2000, quand il y avait les réglementations anciennes du Conseil supérieur d'hygiène, on avait beaucoup de projets de réutilisation, dont la région était une des pionnières. Mais avec 2000, quand on a commencé de rédiger les nouvelles réglementations, il n'y a plus de projets. À partir de 2000, il y a 4 projets de toute façon. Donc, ça, on peut citer. Voilà, il y a... et donc, maintenant, les projets en agriculture, ils ne sont pas recensés, donc quand on fait l'enquête, il y a beaucoup et ne parlez pas de normatiers, ils ne veulent pas faire parler d'eux parce que sinon ils doivent fermer. Ils ne peuvent pas se mettre en conformité parce qu'économiquement, ce n'est pas viable. J'ai un projet en Martinique avec la catégorie C pour irrigation souterraine de canne à sucre. Seulement le coût de démontrer d'où d'envoyer les analyses en métropole parce qu'il n'a pas les labos, faisait le projet non viable. Et les risques sanitaires, l'irrigation souterraine de canne à sucre, tandis que l'eau, il le prend d'un ruisseau qui, quand vous regardez la qualité de l'eau, par rapport à la station de traitement qui est quand même un traitement boue activé plus filtration, elle est magnifique par rapport à l'eau naturelle. Donc vous voyez l'aberration des normes et des réglementations. Donc, quels sont les obstacles ou clés du succès? On peut regarder. De toute façon, depuis des années, on avait la pyramide dont les contraintes étaient économiques, elle était la base. C'est toujours vrai. Pourquoi? Parce que dans le prix de l'eau recyclée, on ne prend pas seulement le coût de traitement. Par principe, c'est le coût de traitement supplémentaire. Vous savez, la désinfection, la filtration. Mais on prend la distribution. Et pour ceux qui ne connaissent pas, 5 km de réseau, parfois 10 en fonction si c'est en milieu urbain ou en rural, l'investissement de ce réseau qui est relativement petit est égal à une installation de traitement qui peut se le permettre. Donc beaucoup de projets mondiaux, le coût de réseau, il dépasse 5 fois, 2, 3, 5 fois le coût d'investissement de traitement, même le plus avancé. Donc ça c'est très important parce que la question c'est de voir qui va le payer et pourquoi.
Donc tout ça, c'est pour ça qu'il faut avoir une approche macroéconomique. Le financier, c'est très important parce que qui va financer, avec quel financement, après comment on fait la tarification de l'eau. Quand vous mettez le traitement de coûts, ben, l'eau usée, et c'est surtout quand on demande le Ferrari, donc les membranes, etc., ben, l'eau usée commence à être 2 fois plus chère que l'eau potable, en coût, sans les taxes gouvernementales. Qui va payer? Les usagers ils ne vont pas accepter. Donc comment on va le faire? Donc ça c'est important. Les facteurs psychologiques, ben, écoutez, les gens, de toute façon, moi je travaille dans différents pays, il n'y a pas de limites culturelles, etc. Ça c'est un peu, on utilise le recyclage pour les objectifs politiques, un peu voilà. C'est une information qui n'est pas tout à fait claire. Les questions qu'on pose ne sont pas bien formulées. Donc, ça dépend beaucoup de la communication et mettre la réutilisation dans le schéma global. Quand on parle des risques sanitaires, il faut voir l'eau purifiée, l'eau recyclée par rapport aux autres ressources, par rapport à ce qu'il y a dans votre assiette et par rapport à ce que vous respirez aujourd'hui, si vous avez fait des travaux. Donc, quand on prend dans ce cadre-là, et quand on fait une communication objective, quand on explique comment on traitait, l'explique qualité, les différents risques, ben les gens acceptent. C'est vrai que si vous demandez, si vous voulez recycler vos eaux de toilette, vos eaux usées, vous acceptez parce que vous savez ce que vous mettez. Quand vous posez la question, vous voulez réutiliser l'eau de votre voisin, vous direz non. C'est ça les résultats de recherche. Donc c'est pour ça les facteurs socio-psychologiques sont vraiment très complexes et je félicite mon collègue et mes collègues de mettre en place une étude pour ça, pour mettre une méthodologie en place pour bien comprendre tous ces enjeux institutionnels et réglementations. Ben écoutez, je ne connais pas une réglementation qui facilite, réglementation vraiment sanitaire. Les réglementations qu'on connaît, y compris, bon, notamment aux Californiens, qui est très drastique, OMS, etc., bon, OMS, c'est l'ancien nom, mais maintenant avec l'élimination log, donc par principe, la réglementation, c'est toujours les autorités, surtout pas prendre de risques. Donc, on prend, voilà. L'organisation institutionnelle, c'est la même chose. Quand vous avez une réglementation, ça a du sens aussi pour vous vérifier et contrôler. Si c'est des réglementations très sévères, trop chères, qui demandent vraiment des méthodes analytiques, etc., mais ce n'est pas possible. Donc d'avoir une réglementation très sévère sans contrôler, ben, ça n'a pas de sens. Vous savez, comprenez très bien. Et voilà, et après on dit, les problèmes techniques, ce n'est pas un obstacle, ou c'est vrai, on sait. Voilà, tout à fait. Mais le problème aujourd'hui, avec les problèmes institutionnels, la réglementation, ben les contraintes techniques, ça devient un casse-tête et ils sont liés aussi avec les problèmes économiques. Donc voilà, on dit les problèmes techniques ne sont pas là. On ne montre jamais des horreurs. Moi, je travaille pour Suez comme expert et j'ai fait des audits de plein de stations et d'installations de partout. Donc je peux vous dire ce qu'est le terrain. Je demande qui peut me dire qu'est-ce que c'est ça. La grille, c'est quoi? Quelqu'un a une idée? Qu'est-ce que c'est la grille là-bas avec les plastiques? Des grilleurs? Mais non, c'est la chambre de répartition du système de désinfection UV. Dans un pays très développé, pas c'est en Maroc, pas en Arabie Saoudite, c'est en Angleterre. Bon, qu'est-ce que c'est là à droite là? Une membrane, ben oui, de BRM. Et ce n'est pas dans un pays pas développé, c'est juste ça. Bon. Voilà, c'est très bien, je vous félicite. Ако je pose des questions, c'est séminaire, l'auditoire, il est mort, personne n'ose rien dire. Bon, voilà, donc c'est ça. Bon, on ne parle pas des défis techniques, c'est ça, ça me fait plaisir que dans une question, on dit il faut avoir foi dans le gestionnaire. Mais quand maintenant les gestionnaires, on met plein de taxes, on n'a pas de moyens de mettre des exploitants. Vous savez, quelqu'un qui est très qualifié, il ne va pas aller travailler dans la station d'épuration, hein, parce que les salaires, ils sont très bas. Bon, je fréquente, je connais dans le monde entier, y compris
dans une très belle station d'épuration qui produit de l'eau potable en Californie, les experts qui maintiennent et qui font fonctionner l'osmose inverse, ils nettoient aussi les toilettes pour entrer dans le budget, pour payer les coûts de surveillance de l'eau. Est-ce que vous êtes d'accord? Demain, bon, on va inviter les usagers ou la population de faire le ménage. On est un peu ça. Mais personne ne parle. Vous n'avez pas attendu ça. On ne connaît pas. Qu'est-ce que se passe? Il ne faut pas parler, mais sur le terrain, c'est un métier que, bon, il faut avoir le courage pour en travailler et d'assurer le bon fonctionnement, ou le bon fonctionnement des différents systèmes. Donc, voilà, par exemple, le traitement avancé, c'est pour la production indirecte de l'eau potable. Donc, ce qui est maintenant, c'est la filière qui est considérée en Californie maintenant comme la meilleure filière disponible, parce qu'on a démontré qu'on peut démontrer, si vous voulez, 10, 15, 20 éliminations de l'eau. Ça signifie 20 zéros après, donc ça c'est 10 milliards, 10 millions de milliards. Mais quand regardez le coût du cycle de vie, vous voyez le coût d'investissement, que par principe, ils doivent être 70%, mais vous regardez ici, ils sont 30% les coûts d'investissement. 70% sur le coût de vie, c'est les coûts, voilà, c'est pour la surveillance, l'analyse de différents types de... C'est aujourd'hui, hein, avec pas des normes extrêmement sévères. Donc, je peux vous dire, voilà, par exemple, un exemple, pour une station qui est de 60 000 m3 par jour en Australie, la surveillance des différents paramètres émergents, etc., les pathogènes, c'est $250 million australiens par an. Qui peut le payer? Les personnes, bon, ils ont fait pour avoir au-dessus du niveau de détection, de temps en temps un petit paramètre, mais ce n'est pas ça la protection de risque sanitaire. Et le monitoring de tous les schémas, depuis qu'en Australie, pour l'eau potable, non, pour les usages d'irrigation, ou pour l'agriculture, il n'y a pas de nouveaux projets. Les anciens se cachent, comme c'est le cas en France. Et maintenant en Espagne, pour certaines provinces, sauf Murcie, qui ont beaucoup d'investissements, c'est ça. Voilà, donc ce n'est pas faisable, on ne peut pas, ça même pour la production indirecte de l'eau potable. C'est pour ça, en Texas, en Californie, ils vont voir la production directe d'eau potable, parce qu'une fois vous avez produit ça avec cet investissement, vous le mettez en stockage souterrain, etc., et vous remarquez qu'il y a des pollutions diffuses. Donc c'est vraiment, il faut voir comment on peut garder l'eau. Après, sur le traitement des eaux usées, en France, il y a très peu de projets, de nouveau. Tous les projets en France, ils ont des membranes. Les membranes, c'est très bien, mais la demande énergétique, par principe, les Singapour, ils ont montré que c'est vraiment, par rapport au bout activé, vous voyez, c'est entre 0,2 et 1 kWh par mètre carré, ça dépend du type de traitement en fonction de l'élimination de l'azote à phosphore. Donc les BA, c'est bout activé, et vous regardez les BRM, il y a une plage énorme, la partie basse, c'est Singapour, mais c'est un BRM qui travaille à Flux-Milan 100% du temps. Il n'y a aucune station d'épuration qui peut travailler avec 100% de charge hydraulique, parce que vous avez les membranes, il y a une perméabilité, on ne peut pas, parce que vous savez, les volumes ils varient, et on ne peut pas construire un bassin tampon pour les eaux usées assez grand pour atténuer ces charges. Donc, déjà, quand les charges hydrauliques d'une station conventionnelle arrivent à 70%, par moyen, 95% de temps, c'est fini, elle est surchargée. Donc, c'est pas possible. Donc, en fait, on me disait, certains collègues d'INSA Toulouse, mais on arrive à 2, mais c'est ça. Moi, j'ai pour certaines petites installations jusqu'à 5 kWh par mètre cube. Ce n'est pas possible. Donc, vous mettez un Ferrari, je dis, vous offrez une station rurale, un Ferrari, mais il n'y a pas de route. Eh bien, la forêt, il reste comme une exposition, c'est ça. Donc, un peu, et tous les projets, y compris AGD, bon, le BRM n'est pas construit pour la réutilisation, mais c'est ça. Et les nouveaux projets, on met les membranes parce que c'est l'unique projet où on peut montrer et mesurer l'élimination lobe, en mesurant entrée-sortie que c'est une aberration. Dans tous les autres procédés, vous ne pouvez pas garantir que ceux qui entrent, c'est les chériches-écoles, ils sont les mêmes.
etc. Et le temps de séjour, ceux qui entrent dans les boules, de faire un bilan de masse, c'est pas possible. Donc voilà, il faut voir ce qui est cas de sens et ce qui est possible en pratique. Maintenant, on dérive vers un peu dans des choses, principe de précaution, mais qui est excessif. On peut, mais bon, je suis pour un principe de précaution applicable en pratique. Voilà, clé du succès. Donc, en fait, c'est ici, on va avec l'approche sur le sujet vraiment de ma présentation, approche multidisciplinaire. En fait, c'est ce qui a un peu été parlé, mais voilà, donc c'est à peu près les objectifs du projet, et il doit être bien défini et analysé en fonction de la réglementation, les types d'usage, quel type de traitement vous avez, à quelle distance est votre production agricole, etc. Donc, à partir de ça, on élabore un projet de base, schéma de réutilisation, de distribution, de stockage, etc. Après, il faut les appuis des usagers et des élus, parce que vendre, obliger quelqu'un d'utiliser, si ce n'est pas faisable, ce n'est pas possible. Et il faut une citation politique et législative, absolument, parce que, bon, c'est assez contraignant. Viabilité économique, c'est essentiel, hein, parce qu'on peut avoir les subventions pour les coûts d'investissement. L'exemple, c'est la station d'épuration de Barcelone, 200 000 m3 par jour. L'Europe a payé le traitement partiel, et puis il est à l'arrêt parce que la municipalité ne peut pas payer le coût d'exploitation et personne, des usagers, les agriculteurs ne veulent pas cette eau. Il faut, pour les différents usages, il faut des infrastructures, personne ne veut payer. Et finalement, ben, c'est un cadeau empoisonné. Bon, ça reste les ouvrages, ils restent comme un monument. Bon, vous n'avez pas entendu parler, je n'ai vu aucune publication avec ça. Barcelone, c'est un exemple de la réutilisation de l'eau. Mais c'est un gaspillage. Et ce n'est pas seulement, je connais d'autres stations d'épuration qui n'ont même pas, l'alimentation de réseau n'est pas construite. Ils ont eu les subventions de construire un super station de traitement et de réutilisation, mais il n'y a personne pour payer l'arrivée des eaux. De temps en temps, on apporte avec un camion. Voilà. Mais ça existe, il n'y en a pas un. Voilà. Acceptation sociale, ben justement, c'est important. Et là, la question, c'était très pertinente, il faut commencer à communiquer avant et pendant tout le projet. Après, on le fait en catimini, après, au moment du, qu'est-ce qu'on va dire et comment. Bon, il faut, parce qu'il faut une participation, c'est surtout les parties prenantes, les usagers, etc., expliquer. Les agriculteurs, un agriculteur qui utilise l'eau naturelle, mais il y a des problèmes d'alimentation, et l'agence de bassin n'autorise plus d'utiliser cette ressource, et bien, pour maintenir sa production, il va accepter l'eau usée selon son cahier de charges. D'accord? Il n'y a aucun problème, il faut discuter. Mais quand vous faites une qualité d'eau avec des subventions, il y a un cas pour la plaie du Météja en Algérie, et cette eau-là, la distribution n'est pas, et vous recevez une eau noire et qui pue, et que vous ne pouvez pas aller la réutiliser. Donc il faut quand même, jusqu'au point d'usage, produire un produit de qualité qui est l'eau recyclée selon le cahier de charges. Voilà, donc l'approche multidisciplinaire, il est très important. Après, une approche multidisciplinaire qui maintenant on parle, la méthode de triple résultat, triple bottom line, c'est les Australiens qui ont introduit, je pense, ce terme qui était utilisé avant, pas dans le domaine de l'eau aux États-Unis, je pense, ou en Angleterre, je ne me souviens pas très bien, je pense aux États-Unis. Voilà, c'est le développement durable. Il faut vraiment balancer les aspects sociétaux, économiques, environnementaux. Donc c'est ça. Et à partir de ça, c'est les projets de réutilisation. Donc, il y a l'impact sociétal, sécurité sanitaire, c'est bien sûr. Il faut la fiabilité de l'approvisionnement parce que vous avez un usager qui, par exemple, une industrie qui 100% a besoin de l'eau usée. Vous savez, dans certaines industries, l'imprimerie, une heure sans eau, les pertes économiques, c'est 1,5 million, c'est vraiment, ça se chiffre 1 million et personne ne le dit parce que c'est énorme. Donc, certaines industries, quand on doit l'arrêter à cause du manque d'eau, c'est ça. Voilà.
Emploi, bien-être, c'est normal. C'est pour les zones touristiques. Si vous n'avez pas des espaces verts ou une douche ou les piscines, ah ben, les gens ne vont pas venir hein, pour les vacances. Impact économique, c'est important. Ben, il faut que ça soit rentable, il faut que ça n'impacte pas le prix de l'eau, il faut évaluer les bénéfices économiques, pas monétaires ou pas monétaires, et voir les visions à long terme, comment ça s'impacte. Impact environnemental, c'est quel est l'impact sur la masse d'eau. Si vous enlevez toutes les eaux usées pour irriguer les champs et vous ne mettez pas, maintenez l'étiage en été, et s'il y a la pisciculture, il n'y aurait plus. Donc bon, il faut regarder, c'est pour ça, c'est très important. Et bon, l'énergie et tout, mais au fond, ben, c'est les solutions techniques et l'énergie qui donnent les solutions. Et la filière de traitement, le stockage et le développement. Et les clés du succès, en fait, toute l'expérience existante, il a montré que l'étape critique pour la réussite du projet, c'est tout à fait ce qu'on a dit dans l'enquête en France, c'est le contrôle de type de traitement et de stockage, pour la santé publique, parce qu'il faut garantir le cahier des charges et la qualité de l'eau, mais pas seulement, parce qu'il faut aussi les applications, les bonnes pratiques d'agriculture, que très souvent on les oublie. Par exemple, la fréquence d'irrigation, le type d'irrigation impacte aussi hein, en fonction de la qualité. Et les problèmes dans l'agriculture pour tous les projets, ce n'est pas du tout les micropolluants organiques, ce n'est pas un problème, les pathogènes non. Le problème, c'est les phytotoxiques, la salinité, le bord et la conductivité. C'est surtout la conductivité et la salinité dans les zones côtières où quand il y a la tramontane, où voilà, il y a le vent et il y a l'introduction de l'eau saline et après vous irriguez avec l'eau de mer. Voilà, parce que les stations de traitement, elles sont faites pour une nouvelle salinité. Donc c'est aussi quel type de produits agricoles, parce que si vous avez une eau naturelle avec beaucoup de bord, qui est le cas d'Israël, ce n'est pas viable de produire avocats qui sont très sensibles au bord et de mettre un triple osmose inverse pour diminuer le bord jusqu'à des limites extrêmement bas. Mais bon, vous pouvez produire autre chose, mais c'est la plus-value, la valeur ajoutée des avocats est grande. Et c'est pour ça qu'ils investissent sur les traitements très chers pour avoir le gain économique. Donc on regarde. Et après, il y a sur les golfs, ben, 90, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y avait le jumping coliforme, c'est-à-dire ben, le coliforme qui peut sauter comme une puce. Donc vous mettez une fleur où il y a la balle. Quand le golfeur prend la balle, le coliforme va sauter dans la bouche. Ou quand vous mettez les fleurs au restaurant, il va sauter dans votre assiette. Bon, ça c'était des aberrations comme ça. Mais la vérité, les bonnes pratiques, ils sont oubliées. Dans quelle réglementation, dans quelle norme, maintenant on travaille avec Bruno sur l'ISO, on n'a pas mis en valeur les bonnes pratiques. On a une expérience centenaire d'irrigation agricole et on peut en parler après. Et le clé de succès, c'est communication, éducation. Ben pourquoi? Parce que les fameuses patates, pommes de terre et les différentes sortes de noix moutiers, ils ont les qualités dégustatives très bonnes avec cette eau usée traitée. De toute façon, ça n'a aucun problème sanitaire parce que c'est très bien contrôlé. De toute façon, c'est une eau avec bout activé après le stockage dans des grandes lagunes et avec le soleil, avec les algues, tout ce qui est pathogène éliminé. De temps en temps, vous pouvez trouver, parce qu'il y a les oiseaux, il y a les animaux, il apporte quelques coliformes, mais ce n'est pas cette pollution anthropologique dangereuse. Et voilà, il demande 100% de l'eau recyclée, mais on ne peut pas parce qu'on ne peut pas stocker, il n'y a pas de terrain, comment stocker les eaux usées. Donc après, c'est la communication, ça dépend. Bon, enseignement des projets résultats, je l'ai mis ici, après vous pouvez lire en fonction du type de l'utilisation, quels étaient les problèmes, quelles étaient les clés de succès. Et bon, avant de parler sur l'étude des cas, je reviens sur la feuille de route sur l'innovation technologique, parce que ce que je dis, c'est la technologie, c'est OK. Oui. Oh là là, je suis dépassé le temps. Bon, il y a, je n'ai pas entendu, il n'y a pas de feuille de route, donc on m'a demandé, on m'a invité, les plus grands lumières asiatiques m'ont invité pour animer un séminaire. Et donc j'ai essayé de formuler 3 classes que par principe les professionnels de l'eau vont être d'accord.
amélioration de la fiabilité, performance et la flexibilité des technologies existantes, parce qu'on ne va pas faire la révolution tout de suite, donc avec différents procédés. Nouvelles technologies, mais à coût compétitif et efficacité énergétique. Il y a les membranes, nanomembranes, etc., les trucs de carbone, etc. Vous avez les différents types de membranes. Mais après, bon, le coût énergétique, après les risques sanitaires, parce que entre ça et avoir des nanoparticules, de toute façon, les nanoparticules détruisent les cellules, il n'y a pas assez d'études. Pour ça, il faut voir, donc il faut mesurer. Et là, ce très important, on ne parle pas assez, c'est la surveillance, améliorer de la qualité de l'eau et des performances des procédés. Il y a les deux classes, dont la surveillance en ligne, parce que vous savez, la qualité des eaux usées est fluctuante dans le temps, analyse à large spectre des pathogènes pour rassurer les autorités réglementaires. C'est mieux d'analyser de temps en temps des pathogènes que de faire le lock removal, de mettre beaucoup d'argent pour des choses qui n'ont pas beaucoup de sens, comme l'étude expérimentale à l'époque, mesurer chaque jour DBO, etc., ça ne sert à rien pour les risques sanitaires, méthode analytique pour les micropolluants, etc., mais une analyse du spectre range, il faut choisir les composés représentatifs, et c'est surtout pour l'eau potable. Donc les filières, il y a beaucoup, et on oublie, dans la réglementation, les procédés naturels ne sont pas éligibles pour une qualité A et B, que c'est bon, parce que c'est la spécificité des procédés naturels. Il faut prendre en compte ça, parce que dans les lagunes, matière à suspension, et donc ce n'est pas pris en compte. On a demandé de le faire, ils ne le font pas. Bon, il y a différents procédés conventionnels et les membranes, mais moi, les membranes, il faut savoir pour quelle application. Donc, l'approche multidisciplinaire, donc quand on parle approche multidisciplinaire, il y a deux niveaux. L'un, c'est à l'approche globale, où il y a l'ingénierie, les aspects techniques qui doivent être couplés avec les aspects économiques, environnementaux et sociétaux. On a déjà parlé ici, vous avez une énumération des exemples, pas exhaustifs, qu'est-ce qu'on prend en compte, et c'est ça qu'on doit analyser pour chaque projet de réutilisation. D'accord? Voilà, bon, c'est usage urbain golf. J'ai un cas qui me tient encore parce que c'est le premier projet qui était validé après 2000 à Bora Bora, parce qu'il y a le stress hydrique, il faut le dessalement, mais c'est aussi parce que le maire, qui a des relations politiques et des CENI, l'ARS, à l'époque c'était la DAS, ils ont collaboré, donc il y avait beaucoup de communication, les communautés ils étaient intégrées. Ils ont pris une technologie innovante à l'époque parce que, bon, à la curiosité pour avoir l'autorisation, ils ont mis les membranes, mais aussi parce que, quand même, on irrigue les zones touristiques où une nuit ça coûte 2000 €. Donc, il ne faut pas que quelqu'un tombe malade. On pouvait se le permettre parce que les grands hôtels, ils étaient prêts de payer de l'eau. Et de toute façon, avec cette eau de très bonne qualité, ils ont démontré des bénéfices économiques. Donc, leur modèle économique de tarification, il était bien fait en concertation avec toutes les différentes parties prenantes. Donc, l'eau recyclée, il est vendu en rabais pour les petits utilisateurs et pour les grands, en fonction de quantité, ils peuvent payer le prix de l'eau potable, mais même finalement, même les grands hôtels, ils avaient un bénéfice économique identifié. Comment recouvrement des coûts, ils payent seulement les coûts des exploitations, ils ont eu des aides de métropole pour les investissements, mais c'est le cas de tous les projets pour l'irrigation agricole et des golfs. On ne peut pas les faire payer aux usagers, ni aux municipalités. Et de toute façon, c'est le coût d'exploitation, c'est élevé, et l'énergie. Donc ici, il y a les coûts de main-d'œuvre parce que c'est une petite installation de traitement. Donc, irrigation agricole, il y a des projets dont je ne vais pas parler, mais Noirmoutier, je ne l'utilise pas pour exemple parce qu'on ne mange pas cru les patates, mais il y a le premier projet en Espagne pour les produits maraîchers en export près de la frontière dans les Pays Basques, Vitoria, dont en fait on ne communique pas beaucoup.
ils ont fait l'analyse des problèmes sanitaires, zéro. Le plus cher, c'était de construire le réservoir de stockage, mais maintenant, on ne communique pas sur ce projet-là, justement parce que, en fait, dans la nouvelle réglementation espagnole, on demande de démontrer la rentabilité, recouvrement de coûts. Et ici, ils ne le peuvent pas. Donc, s'ils doivent communiquer, ils doivent fermer. Le grand projet, c'est moi qui ai commencé de communiquer pour Milan. C'est vraiment 2 stations magnifiques qui désinfectent tout l'eau, dont San Rocco, 1 million qui habitants chacun, avec les normes italiennes qui, depuis 2003, quand il y avait une désinfection totale, il y a eu 4 projets en tout. Et on utilise l'eau pas traitée, ou réutilisation indirecte. Donc, il y a sur San Rocco, il y a UV avec 2 intensités pour rejet dans la rivière ou bien agriculture, dont l'une c'est 10 qui est désinfection totale, qui est très sévère quand même, c'est ce qui est la qualité A de la réglementation. Et il y a Nozedo, c'est aussi une très grande station qu'on utilise l'acide paracétique. Il n'y a pas de membrane à cette échelle-là, oubliez les membranes, c'est pas possible. De toute façon, ils ont essayé de valoriser, de parler, mais en réalité, c'est la dilution des eaux de leurs canaux d'irrigation qui ont entre 1000 et 10 000 Escherichia coli, on dilue avec l'eau totalement désinfectée pour irriguer après. Ils ont purifié la plaine de Pau. Il n'y a plus des événements d'algues sur la côte adriatique de rivière de Pau, mais sur la viabilité économique du projet, on peut s'interroger. Donc, justement, je voudrais quand même un peu le temps. Ça, c'est le projet avec lequel je suis devenue expert international reconnu par les Californiens, qui la recherche dans d'autres pays que la Californie, même aux États-Unis, c'est pas trop, donc sur la production indirecte de l'eau potable. C'est une illustration de l'approche pluridisciplinaire dans le domaine technique. On a parlé dans le global. Donc, c'est l'usine de West Basin, c'est une usine qui est située justement à côté de l'aéroport de Los Angeles. C'est une usine qui a commencé avec 75 000 mètres cubes d'eau par jour et qui, en étape, a augmenté la production, qui ont permis de valider les schémas de traitement pour différents usages. Donc, ils ont les usages industriels pour l'eau de refroidissement des chaudières, ils ont irrigation de golf, espaces verts, lavage de rue, avec l'accès public, bien sûr, des écoles, il y a aussi des jardins privés. Mais il y a la barrière antisaline, production indirecte de l'eau potable, parce qu'ils ont un biseau salin qui contamine leur aquifère, et du fait que maintenant l'eau importée, vous savez, en Californie, c'est l'eau importée de nord de Californie et de Colorado, devient de plus en plus chère et de plus en plus polluée. Ils veulent développer et maintenir leurs ressources sur place. Donc, ils ont enrichi leur portfolio avec l'eau recyclée. Et voilà, ils ont commencé avec injection de 50% dans la barrière. Et du fait que c'était un nouveau projet, c'était la filiale de Suez, ils voudraient quand même faire des recherches et montrer qu'on peut injecter plus. On a développé cette approche technique indisciplinaire qu'on a proposé, des projets de recherche pour résoudre leurs problèmes. Donc, meilleure technologie disponible, donc de toute façon, ils utilisaient osmose inverse avec un pré-traitement conventionnel à la chaux, mais il y avait le colmatage des membranes, c'était très difficile, c'était cher, donc c'est pour une première fois au monde, donc 95-97, ils ont mis une microfiltration sur osmose inverse. Pour tester sur l'élimination, pas seulement les pathogènes, c'était l'élimination de tous les micropolluants organiques. Donc on a mis en place le premier grand projet pour l'analyse à spectre large de tous les micropolluants organiques. On exclut les composés polaires parce qu'il y avait les méthodes là. Et voilà, c'est un des projets. Bon, c'est le premier outil, c'est la modélisation de la nappe. C'est en fait, on avait ici l'expertise avec Berger, mais un expert qui a développé un modèle qui était un des premiers modèles au niveau mondial qui peut prendre en compte la densité, les différences de densité, parce que vous savez, l'eau de mer elle est beaucoup plus lourde et quand vous devez analyser ces problèmes-là, c'était important de prendre ça en compte. Étude de traçage avec les isotopes naturels de bord, c'était une innovation en Nancy.
dans une première thèse pour voir si les isotopes de bord ils peuvent détecter l'eau de différentes origines. Donc, c'est le savoir-faire français, c'est pas Suez. On a travaillé en collaboration avec les universités françaises et c'est la surveillance. C'est pas seulement le pathogène, mais c'est une méthode pour l'analyse des globaux des micropolluants organiques. Et outil d'aide à la décision, comment pour gérer la recherche en fonction de différentes conditions d'alimentation et notamment est-ce que la pluie influence ou non. Bon, il y avait un consultant qui avait mis les limites de modélisation, pas les limites naturelles, etc. La pluie n'a aucun effet. Bon, l'intrusion saline se fait de la mer. Voilà, vous voyez, c'est ça Santa Monica. Il y a 150 puits d'injection. Qu'est-ce que c'est la barrière? Vous mettez l'injection ici en avant et après il y a une distance où vous mettez les produits de production. Et dans les normes, à l'époque, il n'y avait pas la réglementation officielle, mais il y avait des contraintes de séjour de minimum 2 ans de l'eau usée dans l'aquifère et une distance qui était 500 mètres entre les produits d'injection et les produits d'extraction. Donc, ce qu'on a fait, vous voyez l'évolution, ils ont fait, au début il y avait l'eau potable, 5 ans, 75, et bon après quand on a démontré cette étude, ils ont mis à 100% d'eau recyclée. La conformité, ils faisaient des analyses des micropolluants, vraiment une analyse très large en fonction des normes d'eau potable. Coliforme 2,2. C'est total coliforme totaux ou bien 10 Escherichia coli, c'est au-dessus de la limite de détection, c'est-à-dire désinfection totale. C'est après on peut discuter, mais c'est à peu près équivalent, donc vraiment zéro matière en suspension et désinfection presque totale de point de vue ingénierie et toutes les conformités des standards. Le problème, je ne sais pas, je n'ai pas mis le graphe pour la salinité parce que je n'avais pas le temps. Et le modèle il est bien, mais l'intrusion saline il ne vient pas de là, il vient au centre du bassin. Je ne sais pas combien de kilomètres de côte. Et quand on a modélisé, ce qu'on a montré, il y a une faille que leur modèle ne prend pas en compte. Il y a après les montagnes que quand il y a un pluie, ça rentre. Et avec ces traçages, on a montré que même s'ils produisent une eau plus propre de l'eau potable, il y avait cette contamination de l'eau. Donc voilà, c'est ici, vous voyez, c'est les premières études, vous voyez au milieu l'eau traitée par membrane en fonction des composés organiques qu'on détecte dans l'eau native, naturelle, très loin de la côte, et l'eau de surface. Et en fait, dans l'eau osmosée, on trouve le THM, c'est le sous-produit de désinfection de l'eau potable avec le chlore. Donc on a montré, le problème c'est que un professeur un peu trop zélé de UCLA, l'Université de Los Angeles, on n'a pas fait les produits polaires, il a développé une méthode, il a détecté nitrosodiméthylamine, qui est la norme, c'est en fait, c'est que comme les nitrites, ça peut générer des produits cancérogènes, etc. Et la norme californienne, c'était 2 nanogrammes par litre. On a détecté et on a obligé, après ce traitement-là, qui élimine presque tout, de mettre le traitement avancé UV à une dose qui est 10 fois plus élevée de la norme de désinfection normale, et du point de vue séchère, plus l'eau oxygénée, justement pour éliminer cette NDMA, le potentiel, qui par principe peut se former aussi dans les milieux naturels. Mais bon, voilà, c'est ça, vous voyez, c'est les prélèvements, donc c'était une étude, on a montré par la modélisation avec le modèle français, voilà, c'est ça, je finis, et avec le bord, et c'est à partir de ce moment, en Californie, on a commencé de parler de réutilisation directe. Parce que c'est des projets phares avec plein d'études, ils ont démontré que le stockage en milieu naturel peut amener la contamination, ils partent de ça. Donc la conclusion, aujourd'hui avec les technologies, la qualité de l'eau, l'origine de la qualité de l'eau n'influence pas la qualité de l'eau produite. On peut produire une eau qui est plus pure de l'eau naturelle, c'est après on doit discuter pour quel usage et à quel prix. Un risque zéro, ça n'existe pas. Avec les normes californiennes, donc en fait, moins de 10 Escherichia coli, c'est-à-dire désinfection totale, le risque qu'une personne tombe malade, c'est 1 sur 10 millions de personnes.
Et le risque que vous attrapez gastro-entérite si vous allez en vacances en Australie, un pays quand même développé, est 1 sur 100. Donc après, il faut voir qu'est-ce que vous mangez, pourquoi. Donc tout risque de défaillance doit être fait et minimisé à un coût raisonnable. De toute façon, c'est à cause de ce problème, donc les projets en Australie, ils sont arrêtés. C'est la cause pourquoi il y a 4 projets en Italie et 4 projets en France. Pourquoi certains, et bon, l'avenir pour la réutilisation de l'eau, pour moi, ça c'est de toute façon, c'est un problème qui est majeur. Donc ce que je veux dire, que l'approche multidisciplinaire doit être appliquée partout, mais il faut regarder à différents niveaux avec quel objectif. Quelles sont les études d'innovation de recherche? Ben, écoutez, si on développait des outils et des procédés, il faut faire attention pour la mise en échelle, le coût, et c'est si vous développez des méthodes analytiques, si ils peuvent être standardisés, que tous les labos l'utilisent. On ne peut pas avoir des méthodes pour contrôle des réglementations que disponibles ou accessibles pour un projet. Donc ça doit être quelque chose de facile, pas cher, rapide. Réduction de l'empreinte énergétique et meilleure rentabilité, je suis désolée, mais bon, ce n'est pas possible. Les membranes, avec comment ils me disent, on ne peut pas réduire le coût des membranes, parce que les membranes, vous ne pouvez pas les faire fonctionner à 100% de débit, ce n'est pas possible dans les eaux usées. Donc, on peut faire un petit traitement satellite, mais donc il faut voir comment on conçoit les projets et pourquoi. Et il faut la synergie entre les domaines scientifiques. Jusqu'à maintenant, on n'a pas parlé. Génie des procédés, il travaille avec les sociologues et le comité que vous avez mis en place, et donc c'est le garantie pour le succès de le projet. Donc voilà, donc s'il y a des questions, on peut développer la discussion. J'ai mis quelques transparents diapos après, mais toutes les questions, voilà, je suis prête, si je peux vous aider, et de devenir le leader, parce que ce n'est pas une question de faire un exemple, leader, etc. C'est une question pour le survie de nos enfants, génération future, c'est inévitable pour demain, et on doit se préparer. Merci Valentina. Votre exposé très riche. J'ai quelques questions. Madame. Oui. Merci déjà. Oui, Delphine Marty, Société BRM Chimie. Voilà. Donc merci déjà pour l'exposé, c'était très riche, comme vous l'avez dit. Tous les exemples que vous avez pris et également la feuille de route que vous avez tracée, prendre par exemple des pays donc très développés avec un fort pouvoir d'achat, Californie, Bora Bora, Australie. Donc dans la feuille de route, vous avez aussi mis en avant des technologies nouvelles, BRM, les membranes. Donc tout ça, c'est quand même et également beaucoup de contrôle et de suivi. Donc tout ça, ça coûte cher. Comment vous voyez la réutilisation des eaux usées traitées dans des pays qui en ont peut-être beaucoup besoin, puisqu'il y a un stress hydrique important, dans les pays en voie de développement, enfin, des pays qui ont moins de pouvoir d'achat, on va dire. Écoutez, j'ai de bonnes expériences, je sais ce que se passe, parce que j'ai travaillé en Amérique latine, en Afrique, Arabie Saoudite. Je ne vous montre pas des photos parce que vous ne croyez pas ce que vous voyez. Le problème, c'est qu'il faut savoir, ce n'est pas seulement les projets low cost, facile d'exploitation, ce n'est pas seulement pour les pays développés, parce que dans les zones rurales, on a besoin. On ne peut pas mettre de BRM dans les petites municipalités. De toute façon, il faut privilégier les procédés naturels dont la France a une très bonne expertise parce que tous les cahiers des charges, les bonnes pratiques, le dimensionnement sur les procédés naturels, l'agunage, etc. La France, c'est quand même, il a une expérience très riche. Du point de vue technique, avec l'ASTE, voilà, donc, et c'est ça qui est applicable, les procédés à faible coût, à faible demande énergétique, qui sont faisables. Vous ne pouvez pas mettre, donc de toute façon, ça n'a pas marché, vous mettez là, dans les zones isolées, les procédés qui demandent beaucoup d'énergie, osmose inverse avec l'énergie renouvelable, à grande échelle, ça ne marche pas. Parce qu'il y a des problèmes techniques, donc il faut vraiment adapter.
Après, il y a aussi, de toute façon, c'est la structure administrative, institutionnelle qui est très importante. Le problème dans ces pays-là, ben, ça ne marche pas. Donc, pour un exemple, bon, j'ai travaillé à Maroc, donc le premier projet de réutilisation, donc il y a, bon, à Casablanca, il a vu le jour ben, presque 20 ans. Après d'avoir discuté, après avec un traitement BRM, et pour une échelle vraiment ridicule, parce que de toute façon, il a le problème aussi du pompage de la station de Casablanca, le coût énergétique des réseaux. Bon, après, même avec traitement, vous connaissez le projet de Marrakech, où ils ont donné le projet à une société bon, qui n'a pas les compétences nécessaires, et pas seulement le problème de l'organisation locale, mais on utilise ces pays pour vendre n'importe quoi. Donc j'ai fait les audits récents des traitements tertiaires à Alger, dont ils ont pris différents constructeurs. Et ce que j'ai vu, c'est, je suis contente que c'est des Gramont, l'unique installation de traitement tertiaire qui tient la route, mais les autres, c'est une catastrophe. J'ai fait une audit d'une station récente Maroc construite par Be-Water, toute nouvelle, c'est une catastrophe. Donc il faut reconstruire, donc on ne peut pas réutiliser l'eau, ça c'est une catastrophe. Bon, ils ont payé un peu moins cher, c'est ça. Donc après, dans ces pays-là, il ne faut pas dire seulement, il faut une collaboration, une structure, que c'est difficile de l'avoir. Même en Arabie Saoudite, ils ont mis les joyaux avec un capteur, etc. Mais quand vous ne maintenez pas, et après, dans 2-3 ans, ça ne fonctionne pas. C'est une question de corruption, d'organisation institutionnelle. Et la formation, bon, je suis très fière parce que j'ai formé certains jeunes il y a 2010. Et maintenant, quand je suis arrivée pour faire l'audit technique, ils ont pris un peu de galon, ils sont devenus bon, responsables d'exploitation, ils peuvent se rendre compte de résultats de ces investissements. Le problème, ce n'est pas eux qui choisissent. Quand il y a l'appel d'offres, vous savez comment ça se passe. Donc après, même en France, il y a des cas comme ça. Voilà. Donc on ne peut pas dire, moi je ne peux pas parler de tout, il y a pour tout, c'est pour ça que je dis la solution. Chaque solution de reuse, c'est le contexte local. Voilà, donc tout ça dépend. Et comment me dire que de toute façon, une station Marbraner peut fonctionner dans le désert avec l'énergie solaire, d'oublier. Donc de toute façon, ce n'est pas bon d'alimenter les stations d'épuration seulement avec l'énergie solaire et de vent, éolienne. Bon, il faut voir combien ça coûte, c'est l'investissement. On a des exemples, on peut couvrir une petite partie, mais la transition énergétique, bon, ce n'est pas ça. Donc voilà, quand vous discutez, il y a des solutions. La solution, ce qui est quand même en Algérie, on a fait une évolution de différents types de filières. Ils ont choisi la filière conventionnelle quand même, filtration des évasions, mais après ce qu'ils ont choisi comme fournisseur, c'est une catastrophe. Voilà. Non, mais ce n'est pas une question de manque. Ce sont des grandes stations d'épuration au niveau urbain. Mais ce qu'ils ont fait à la plaine de Mitidja, parce qu'ils ont fait seulement le traitement, ils ne se sont pas occupés de la distribution. C'est pour ça que je félicite mon collègue qui a fait un exposé brillant. C'est vraiment une problématique, comment peut tenir. Et quand je travaille dans les projets de réutilisation, j'ai mis attention. C'est la fiabilité du fonctionnement du traitement, mais aussi comment on maintient le stockage et le système de distribution, la maintenance. On va voir s'il y a peut-être d'autres questions. Ça peut être pour tout le monde, hein, oui. L'acceptance publique. Oui, parce que un chercheur retraité de l'IRCA. Oui, je voudrais parler dire quelques mots sur la gestion des autorisations réglementaires. Les autorisations réglementaires, vous en avez parlé un peu. Bon, prenons le cas qui me semble assez important. On sait que pour avoir une autorisation d'utiliser les eaux usées d'une station de lagonnage, par exemple, sur une parcelle agricole, il faut monter un dossier d'assentiment à l'ARS assez costaud. Vraiment très... 200 000 €. C'est assez délicat. Alors que
il n'y a pas d'imposition du rejet zéro de ces mêmes stations d'épuration de lac d'âge dans des ruisseaux non pérennes traversant des zones karstiques. Est-ce que vous trouvez ça normal? À mon avis, je crois que c'est plus dangereux de laisser véhiculer l'eau des stations d'épuration dans des zones karstiques à haut risque, surtout si je prélève moi-même l'eau pour un forage un peu plus bas, et plutôt qu'essayer de la retraiter plus ou moins bien, même si c'est moins bien que prévu, sur les parcelles agricoles. Vous ne trouvez pas que c'est assez paradoxal? Vous avez tout à fait raison, c'est le paradoxe. On a des projets où il y a BRM, super, tout projet nouveau, dans un super site protégé, Natura, patrimoine national, etc. BRM, vous avez le Ferrari. Je ne recommande pas BRM UV chloration pour les usages urbains d'irrigation. Mais ils l'ont. Et ARS, et on a fait analyse de risque avec les meilleurs, on a fait l'analyse de 22 pathogènes, ce qu'on a montré qu'on n'a pas, qu'il y a quand même, il utilise le même type de l'eau dans un ruisseau qui est 90-100% d'eau usée. De temps en temps, vous avez une infiltration d'eau de pluie diffuse, et de temps en temps, on trouve plus de coliformes, plus d'indicateurs, plus de degrés pathogènes, en dehors, pas à 6, comme dans l'eau brute. Mais l'ARS, ce n'est pas notre responsabilité. Donc si quelqu'un, le consommateur, tombe dans l'âge, ce n'est pas ma responsabilité. C'est la même chose pour le truc karstique. C'est pour ça c'est important de mobiliser. Comment résoudre le problème? D'attendre la collaboration des autorités compétentes. Je trouve qu'avec les années, il devient de moins en moins incompétent, là, quand même. Principe de précaution, maintenant 100%, là, c'est surtout ne pas le faire. Donc, de toute façon, on est obligé, comme vous dites, ça, il y a quelque part plus de risques. C'est l'unique moyen de faire un peu consultation des différentes parties prenantes, des publics, et mettre les pressions politiques. Bon, voilà, les projets qui ont réussi, c'est les projets où on a mis une pression. Le golfe de Bonifacio, on a dû, les Corses, je ne sais pas, les mitraillettes, mais Ségolène Royal des fois, il est venu là-bas, donc parce que, comment ils se sont débrouillés, c'est bien. Agde, c'est aussi parce que c'est le maire, il a un pouvoir politique, c'est ça. Bon, il n'y a pas le bon sens là-dedans. Voilà, et donc j'ai participé dans quelques dossiers d'autorisation. Et quand on dit pour monter maintenant un dossier d'autorisation, le coût, avec tous les analyses qu'on doit faire, les consultants, voilà, le coût, les consultants, ils ne disent pas le prix toujours, ce n'est pas, mais quand on regardait la main-d'œuvre, etc., c'est à peu près 200 000 €, qui est absolument une aberration, et on met des obligations, les maisons, on répète, et de toute façon, mais ça, vous avez. Donc on met des précautions partout et finalement on met des bâtons de roue de les projets au maximum. Donc, et même s'il y a plus de risques sanitaires, parce que dans le projet dont je vous parle, ça c'est vraiment le patrimoine agricole et ferme écologique, tout ce qui est économie circulaire. Ils avaient des puits de l'eau souterraine qui étaient contaminés par Escherichia coli, par après pluie, etc. Donc il y a un cas de maladie, et donc il y a plus de risques sanitaires, mais ils sont prêts de fermer ce site, de tuer toute l'agriculture française, et de toute façon, je peux vous dire, c'est mon opinion tout à fait personnelle, après la participation dans certaines réunions, les pays du Nord, ils veulent tuer l'agriculture espagnole et française sur terre libre, sur le soleil, parce que leur objectif c'est de développer dans les bâtiments fermés, multi-étagés, avec les LED, etc. Voilà, c'est ça. C'est une question maintenant pour la survie alimentaire qui va prendre le leadership. Donc, quand même, on a l'intérêt, les agriculteurs, etc., de se mobiliser. Et est-ce qu'il y a des pays où il y a une réglementation graduelle qui permet de pouvoir expérimenter, de pouvoir apprendre sur les processus et les risques réels?
Si vous savez, c'est ce que se passait en Californie avec ce problème, c'est l'un des premiers projets de production indirecte de l'eau potable, hein, dont vraiment ils ont testé différentes filières. Mais bon, ils ont mis ça, mais ce que je vous dis, c'est tellement cher le monitoring que maintenant il y a des subventions. 50% du coût d'exploitation c'est déjà subventionné, mais on met une pression sur le personnel maintenant qui est intolérable et ce n'est pas durable. Donc, et on ne le dit pas, ça, vous ne me citez pas que je vous l'ai dit parce que c'est quelque chose qui est confidentiel. Donc le problème c'est ça, et nous on a des installations en France, on est à ce niveau-là. De toute façon, bon après il faut faire la communication. Vous savez, de Californie, le coût, la communication, l'éducation publique, les portes ouvertes sur les projets de l'utilisation, c'est 20% des coûts d'exploitation. Mais nous, on ne peut pas se le permettre parce qu'on a beaucoup plus d'analyses. Là, leurs analyses, ils sont simples. Le coût d'analyser les coliformes chez les chacolis, ce n'est pas beaucoup. Mais de faire les silos, et de faire les trucs, et de vérifier s'il y a des les pathogènes, etc. Donc, bon, faire la fréquentation d'analyse, le couplet organique, antibiotiques, c'est maintenant ce qu'il essaye de mettre tout ça. Ce n'est pas possible, ce n'est pas faisable. Oui. Oui, je voulais juste apporter un éclairage à M. Mayol sur les rejets de stations d'épuration dans les rivières méditerranéennes et le risque de compétition qu'il peut y avoir entre une station qui aurait un projet de réutiliser les eaux usées pour l'agriculture et puis le soutien des tirages. En fait, on a une structure qui s'appelle la Maison régionale de l'eau dans le Var, à Barjol, qui a fait tout un travail, des cahiers sur le fonctionnement des cours d'eau méditerranéens. Il y a une typologie, on est surtout sur la région PACA, mais bon, tout ça c'est adaptable. Il y a une typologie des cours d'eau, et puis il y a la démonstration que finalement le soutien des tillages pour la station d'épuration, en termes biologiques, c'est pas forcément une très bonne idée. Certes, on va mettre de l'eau dans une période de l'année où le cours d'eau est à sec quasiment, mais on va modifier, même si la station d'épuration marche correctement, on va quand même modifier très profondément le fonctionnement du milieu. Donc ça, c'est très intéressant. C'est vrai qu'on se heurte à des dogmes, et notamment l'agence de l'eau dit qu'elle ne financera pas de projet s'il n'y a pas de substitution de ressources. Il faut savoir que là, on est un peu dans une zone de risque quand même. L'eau apporte certainement quelque chose au milieu en termes de survie aquatique. Maintenant, la population hydrobiologique qui va survivre, c'est pas du tout la même que sur un milieu méditerranéen. Donc il y a des choses. Tout à fait, c'est la même chose. On a au nord, dans les projets français, on interdit un golfe. L'unique, l'agence Normandie, pour faire le golfe, c'est diviguer avec l'eau de la station d'épuration qui se rejetait dans un ruisseau, que par l'été c'est 100% des eaux usées. De toute façon, c'est dans un bassin qui est fortement pollué industriellement, un bassin de la Meldre. Et donc ils mettent des bâtons de roue, tandis que de toute façon pour le développement économique de la région, un golfe, bon ça c'est vraiment développer économique, bon ils ont développé l'activité économique, ils veulent le tourisme, c'est pas loin, bon, c'est dans l'ouest parisien, c'est absolument aberrant pour dire pour le ruisseau dont ils essayent de faire. Et donc on a calculé, Bergem, ils ont fait une étude avec les consultants de montrer l'impact qu'ils ont fait, montrer qu'il n'y a pas d'impact sur le régime de cours d'eau même pendant la période la plus critique, et quand même ils font des problèmes sur ce projet-là. C'est une aberration absolue. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il faut une incitation, il faut une décision gouvernementale. Euro a parlé de l'utilisation dans en Europe, on a dit blueprint, etc. Mais entre les objectifs fixés, dont je ne vous ai pas montré le slide, voilà, l'eau, l'utilisation dans l'économie circulaire de l'eau, la politique et la réglementation, ben c'est vraiment complètement contradictoire. Ils mettent des choses qui ne permettent pas d'obtenir ces objectifs. En plus, ce qui est le pire, ils n'ont pris en compte aucune étude de l'expérience existante. L'unique étude épidémiologique sur la réutilisation faite dans les années 99-2000, ils n'ont pas en compte qu'ils ont montré, c'est non avec 1000 coliformes fécaux, on a montré qu'il n'y a aucune
impact, c'est l'unique étude épidémiologique en Europe, ils l'ont ignoré. J'ai envoyé la présentation, les autorités sanitaires non plus, ils ne citent pas, ils ne veulent pas. Donc maintenant, c'est l'horreur. En fait, on a fait les études de bioaérosols dans les stations d'épuration, qui sont beaucoup plus saturées et plus activées avec des pathogènes, qui ont montré quand même qu'il y a des risques, mais ils sont minimes par rapport à l'eau traitée. Donc c'est aussi le problème des autorités sanitaires qui doivent un peu justifier. Donc il y a le rapport qui met qu'il y a un risque de mortalité de cancérogène pour toutes les personnes qui travaillent dans les égouts, y compris dans les stations d'épuration. Mais nous, quand on travaille à la station d'épuration, il n'y a aucune prévention sanitaire. Hein. Il n'y a rien. Même sur les personnes qui travaillent, les exploitants. N'en parlons pas, les écoutiers qui sont vraiment des ouvriers badames. Je ne dis pas que c'est badam, on est en contact direct avec les eaux usées, donc il n'y a rien comme prévention de risque. Donc c'est une opération. Mais de toute façon, c'est pour ça qu'il faut la communication, il faut montrer des projets de démonstration et il faut bien publier, identifier ces risques que vous parlez. Combien de publications vous avez vues? Donc le projet, par exemple, il y a, pourquoi tous les projets que je connais, menés par la SOR et Veolia, ils ont fait les études, ils mettent les membranes partout. Mais moi je dis, mais c'est pas possible, c'est vrai que c'est plus rentable d'une société qui vend des services de vendre quelque chose un peu plus intensif pour avoir plus de compétitivité. Mais c'est aberrant du point de vue économique. N'empêche, toutes les conclusions, même l'étude du projet, je ne sais pas, du point de vue plan d'expérience, c'est complètement erroné. Donc, comme si on doit avoir une honnêteté scientifique, on ne peut pas cautionner les résultats de cette étude. Mais bon, parce que c'est plus facile des membranes de mettre ça. Narbonne, c'était la même chose, les membranes, parce que les amis, ils peuvent passer par une membrane d'ultrafiltration. C'est complètement aussi, c'est une opération aussi. Avant qu'on démontre qu'il y a les mêmes amis dans le réseau de programme. Heureusement qu'on a analysé, c'est comme ça qu'on a arrêté la discussion. Bon, mais c'est comme ça. Mais il faut commenter, il faut un courage scientifique, un peu de parler des choses qui fâchent, il n'y a pas beaucoup. Et donc, de toute façon, je ne recommande pas un scientifique de communiquer comme ça. Il faut faire un collectif avec différentes parties prenantes de signer. Parce que c'est comme ça qu'il y aura le poids un peu de communiquer. Vous ne connaissez rien de ces opérations-là, vous n'avez pas vu dans la littérature. Quand on a analysé les risques de la nourriture et de l'eau recyclée, ben on nous a interdit de publier les résultats. Il y a une étude américaine qui était communiquée, 1 an, et après c'est fini, c'est interdit. Parce que les lobbies qui vont, c'est ça, notre objectif dans le domaine de l'environnement pour développer ces pratiques et vraiment faire quelque chose de durable, gestion des ressources. Ben, il faut qu'on collabore avec tous les scientifiques pour démontrer ces aberrations-là et pour essayer de changer les mentalités et les réglementations, les mentalités dans les décideurs.